Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ. Je suis avec Mélissa. Bonjour Mélissa, bienvenue. Bonjour Emma, merci. Alors on enchaîne dans cette série de témoignages sur l'effet toboggan. Et les amis, comme vous le savez maintenant, vous avez été nombreux à me raconter vos histoires, à m'envoyer vos témoignages. C'est effectivement une aventure, je pense, qui commence, qui n'aura pas de date de fin parce que tu vois Mélissa, quand tu m'as écrit, eh bien, je me suis retrouvée un peu ensevelie sous les témoignages. Et il a fallu effectivement des fois s'accrocher parce que, une fois de plus, on est dans un moment qui est censé être magique, sacré, en intimité avec son chéri, d'autant plus que là, on va parler de la naissance. Je crois que c'est ton premier bébé, tu n'en as qu'un, c'est ça pour le moment? Oui. Et en fait, moi, j'ai accompagné des mamans en 2022, justement, qui étaient enceintes. Et puis, toutes avaient des, comme toi d'ailleurs, on va en parler de ton, évidemment, de ton récit, une envie d'accoucher le plus naturellement possible. Et on voit que entre ce qu'on souhaite faire et ce qui se passe dans la réalité, quand on se trouve dans l'engrenage des protocoles, en fait, eh bien, ça devient très difficile en 2023 de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. On a aussi Déborah, que tu découvres dans une autre capsule, qui disait, moi, j'ai pas osé dire non. Alors, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi en tant que première expérience. Peut-être que pour celles, ça serait intéressant de mettre en commentaire, les amis, de cette vidéo, pour celles qui ont eu plusieurs enfantements dans les structures hospitalières. Est-ce que vous avez plus osé affirmer vos choix et tout simplement dire, bien là, non, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. En même temps, c'est pas toujours simple. On en a beaucoup parlé avec la famille Bonaparte et les protocoles se resserrent sur les mamans, leurs bébés et les conjoints. Et puis, j'ai beaucoup parlé de la gestion active du travail dans mon livre et dans la préparation à la naissance. Vous avez toutes les infos, les amis, dans la barre de description de cette vidéo. Et je vous invite vraiment tout de suite à vous abonner à la newsletter. Si ce n'est pas encore fait, sur emmacruzy.com. Encore une fois, vous avez toutes les infos là-dessous parce que quand on fait des lives, quand on fait tout d'un coup des nouvelles publications aussi sur mon blog, des témoignages, tout n'est pas en vidéo sur ce canal. Eh bien, au moins, ça vous permet de tout avoir. Et aussi les conférences, voilà, parce qu'on va commencer aussi à faire un certain nombre de conférences. Bon, Mélissa, tu m'as envoyé ton récit, donc maintenant, on va aller dans ton histoire. Tu avais prévu avec ta sage-femme et ton chéri un accouchement à domicile. Et tu as loué un endroit avec Airbnb et tu n'es pas la seule à le faire. J'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance maintenant à se donner les moyens comme on peut, parce que c'est vrai que malheureusement en France, les sages-femmes qui souhaitent accompagner les naissances de façon extra-hospitalière, ça devient tellement difficile qu'on en a déjà parlé dans Faux Départ, que ça devient la croix et la bannière. Et donc, du coup, pour te rapprocher de la sage-femme que tu avais trouvée, tu as loué un Airbnb et tu m'as dit, on y est allé un mois avant. Alors, on commence ton histoire là, dans ce Airbnb, et je voulais déjà te demander comment s'est passée ta grossesse et la fin de ta grossesse dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou est-ce que tout s'est bien passé? Début de grossesse, ça s'est bien passé. J'étais un peu surprise d'être enceinte parce que c'était une surprise. Mais dans la globalité, c'était bien. Je l'ai bien vécu. Quand je suis tombée enceinte, j'avais déjà commencé à regarder l'émission Faux Départ. Donc, du coup, pour moi, c'était évident. Je voulais accoucher à la maison.
D'autant que j'ai une peur bleue des hôpitaux pour diverses raisons, donc c'était obligatoire pour moi, c'était à la maison. Donc à partir de là, j'en ai parlé à mon chéri, qui m'a dit: «OK, mais il nous faut une sage-femme. Il nous faut une sage-femme, c'est mieux, enfin, c'est plus sécuritaire et moi je serai plus rassurée». Donc j'ai dit: «Bon bah OK». Donc j'ai cherché ma sage-femme, ça m'a pris du temps. J'ai fini par trouver à Tours. Donc du coup, on a fait plusieurs rendez-vous visioconférence avec elle. On l'a rencontrée 2 fois et puis du coup, on a pris le Airbnb proche de chez elle et proche de l'hôpital sur sa demande. Donc voilà. Et puis donc le 5 juin, on est parti à Tours au Airbnb pour attendre la fin de la grossesse tranquillement, prendre possession des lieux et puis pour se sentir bien et puis voilà. Donc on est arrivé sur place et puis on a profité, on a fait des promenades, on a essayé d'activer le travail, on a attendu. Et puis, je dirais 4-5 jours avant la date butoir, donc les sages-femmes à domicile, il me semble en France, elles peuvent accompagner jusqu'à 42 semaines d'aménorrhée. Donc la date butoir pour moi, c'était le dimanche 26 juin. Donc on a fait plusieurs choses pour activer un peu le travail. Donc il y a eu la marche, on a fait le décollement des membranes pour essayer d'aider un peu plus bébé à descendre. Donc là, tu étais à combien de semaines, d'aménorrhée à ce moment-là? Je devais être à 41 semaines plus 3, quelque chose comme ça. Mmh, d'accord. Donc tu as fait ces choses-là, tu avais déjà un petit peu de contraction? Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui commençait à se préparer un petit peu? Ouais, le travail pour moi a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi, donc c'était subtil. Ça me prenait tous les soirs autour des 22 heures. Et puis ça s'arrêtait progressivement autour des 3-4 heures du matin. Mais tous les soirs, consécutivement, ça reprenait tranquillement. Et puis le samedi dans la journée, la sage-femme est venue nous voir donc pour voir un peu où est-ce qu'on en était. Donc elle a fait un monitoring pour écouter le cœur du bébé, si tout allait bien, etc. Et tout était OK, hein, tout allait bien. Donc là, elle m'a dit, bah écoute, je peux te proposer un remède de grand-mère pour activer le travail. Donc j'ai dit, bon, bah OK, essayons. Donc j'ai pris le remède de grand-mère le soir vers 18 heures. Donc le remède de grand-mère a fonctionné, mais ça n'a pas activé le travail. Donc le lendemain matin, elle est arrivée vers 10 heures. Et là, elle m'a dit, bon, bah écoute, Mélissa, je suis navrée de te dire que je suis obligée de t'orienter vers une structure hospitalière parce que là, c'est plus dans mon cadre. Donc, elle m'a conseillé là-dessus de faire un courrier à l'hôpital pour essayer de, comment dire, d'attendrir un petit peu l'accueil à la structure hospitalière. Donc, j'ai essayé d'écrire quelque chose et puis comme j'étais pas émotionnellement très bien, j'ai écrit ce que j'ai pu. Alors juste une précision pour ceux qui connaissent pas, cette façon de devoir procéder. En France, il faut s'inscrire dans une, maternité, hein. C'est pas, ça Oui, dépend du et pays parce qu'en Suisse, c'est pas vraiment le même principe. moi, Qu'est-ce moi, qui s'est pourquoi tu as dû écrire ce papier? parce que je me suis pas inscrite en maternité, je voulais pas. D'accord. C'était pas du tout dans mon projet de naissance, donc pour moi, j'avais pas besoin de m'inscrire, je voulais pas m'inscrire. Donc ma sage-femme m'a conseillé de faire un genre de lettre pour les personnes qui m'accueillaient à l'hôpital pour essayer de apaiser mon accueil en fait. Comme je m'étais pas inscrite. Bah, oui, c'est ça, en fait, parce que forcément, bon, moi qui suis pas du tout dans ce système-là, je trouve ça choquant alors que l'hôpital est censé accueillir, toute personne, qui a envie d'être encadrée au niveau médical ou qui a besoin. Je trouve ça Bah, choquant de devoir, presque, mendier, un peu de sympathie quand même. C'est fou quand même. C'est comme ça que tu l'as ressenti aussi, j'imagine? un peu oui, un petit peu. Après, je l'ai fait parce que ce que m'a dit ma sage-femme faisait sens. Donc j'ai pris le temps avant d'aller à l'hôpital d'écrire ce courrier-là avec tout mon dossier de grossesse. Donc
les échographies, les monitos de ma sage-femme, il y avait tout. Il y avait ma carte de groupe sanguin, enfin, il y avait tout dedans. Donc, ils avaient tout à disposition, plus mon courrier pour apaiser mon accueil. Comme j'étais à 42 semaines d'aménorrhée, et en sachant que c'est 39 semaines en France, au-delà, on nous déclenche. Donc, voilà, elle m'a dit, il vaut mieux faire ce courrier-là pour apaiser l'accueil, quoi. Effectivement, les termes varient selon les pays. Je fais une précision parce que tu sais, Mélissa, on nous écoute, partout dans le monde. Alors, je connais pas les réglementations de partout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le terme, en général, est fixé à 40 semaines en Suisse, 41 semaines d'aménorrhée pour la France et voilà, ça tolère certains dépassements, même si je déteste et je pense que tu le sais vu que tu connais nos capsules faux départ, on déteste ici parler de dépassement de terme parce que le terme, ne fait que se réduire comme peau de chagrin. On connaît des femmes qui ont accouché à 43 semaines, tout s'est très bien passé et c'est vrai que toi aussi tu vas nous témoigner de cette pression qu'on met à la femme vraiment en fin de grossesse où elle passe de, «Vous êtes parfaite pour votre bébé», enfin quoique ça encore, il y a un business de la peur monstrueux pendant la grossesse, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, à maintenant il faut vite le sortir parce qu'il y a un risque, de mort fœtale. Vous mettez votre bébé en danger. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on t'a dit, hein. Oui. On va y revenir, mais voilà, que tu saches, tu es loin d'être la première et surtout pour un premier bébé, bah, le corps, il se met en route, des fois tranquillement et c'est OK. Tu vois? Toi, en plus, tu avais un travail qui démarrait, il y a pas de faux travail. Moi, je déteste ce mot, hein. C'est le corps qui se prépare donc bon, alors du coup, tu es arrivée à la maternité pour faire des examens. Tu devais faire des examens tous les jours pour voir s'il y avait toujours de bons échanges placentaires, c'est ça? Ouais, quand je suis arrivée, en fait, j'ai été reçue par une sage-femme, premier abord assez agréable. Mmh. C'est après que ça s'est un petit peu gâté, mais premier abord agréable, en sachant que ma sage-femme à domicile nous avait accompagnés quand même à la maternité pour que le transfert se fasse dans le calme. Après, bon, bah, elle est partie, elle nous a laissés sur place et c'est là, en fait, que ça a un petit peu commencé à se compliquer. Donc là, la sage-femme qui nous a reçus a voulu me faire un toucher vaginal pour voir où est-ce que j'en étais dans le travail. En sachant que j'étais déjà à 3 centimètres de dilatation, puisque le samedi, ma sage-femme en avait déjà fait un pour vérifier un petit peu. Donc là, elle confirme, hein, 3 centimètres de dilatation, sauf qu'elle m'a fait très mal. Là-dessus, on a fait une échographie de contrôle pour vérifier l'échange et le liquide placentaire, donc tout allait bien. Et donc là, je lui ai suggéré, je lui ai dit, bah écoutez, si tout va bien, que c'est OK, est-ce qu'on peut me placer en chambre et me laisser terminer mon travail naturellement. Et donc là, j'ai été assez mal reçue. Du coup, ah non, 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 vous vous rendez pas compte, vous mettez votre bébé en danger, c'est pas possible. Donc mon conjoint était là, hein, et on a essayé un petit peu d'argumenter. Et là, on a compris qu'en fait, elle nous disait que clairement, si on n'acceptait pas le déclenchement, il serait en capacité de contacter la PMI pour bah, nous retirer, enfin, nous prendre notre fils à sa naissance. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a compris et on s'est senti Oui. menacés là-dessus. Oui, c'est ça finalement. C'est ce que tu disais dans ton témoignage, si vous acceptez pas le déclenchement, on sera contraint à appeler les services sociaux parce que c'est un indice où, on a peur que vous soyez maltraitant. Enfin, c'est comme ça que, bon, je pense que c'est comme ça que tu as dû le ressentir vu ce que tu m'as laissé comme message, c'est les notes que j'avais prises. Oui, bah, du coup, on a eu peur parce que c'est vrai que sur l'instant, on n'était pas renseignés là-dessus. Donc on a eu peur, donc on a accepté le déclenchement, suite à cette phrase-là, on a accepté. Quand tu dis: «On n'était pas renseigné là-dessus», est-ce que tu peux peut-être éclairer d'autres mamans qui pourraient être dans ce cas? Oui, il y a quelques temps de ça, j'avais posté un commentaire sur la page de Ninanard, Faut pas Mmh. pousser. Oui. Et elle avait pris le temps de me répondre, très gentiment. Et elle m'avait expliqué qu'en fait, ils peuvent pas, enfin, c'est pas un sujet de maltraitance sur enfant, donc en fait, ils peuvent appeler, mais les services sociaux, la PMI leur répondrait qu'en fait, ils peuvent rien faire, le bébé est pas né, donc c'est pas de leur service, en fait. Mais Mmh. ça, je le savais pas à ce moment-là. Je savais pas qu'ils pouvaient téléphoner, mais qu'il se passerait rien, en fait.
Alors, j'en profite pour, dire aux personnes qui écoutent cette vidéo, si vous n'avez pas encore vu le film de Sylvie, donc Ni Nanar, faut pas pousser, allez le voir parce qu'il est vraiment super. Et un petit clin d'œil à Sylvie que j'aime beaucoup et qui est venue aussi dans l'émission Faux départ, donc vous pouvez aller le voir dans un épisode précédent. Effectivement, ce que tu dis est absolument juste. En revanche, il y a effectivement, j'ai l'impression depuis un certain nombre de temps, un univers entre la théorie et la pratique. Et en théorie, il y a tout ce qu'il faut pour protéger les familles et les parents. Et puis en pratique, ça devient du harcèlement. Moi, je ne vais pas pousser un coup de gueule maintenant. C'est pas l'envie qui me manque parce que je suis mais hallucinée à chaque fois que j'entends des histoires pareilles. Et quand par contre on a besoin vraiment des services sociaux parce qu'il y a des cas de maltraitance, on met des années à prouver qu'il y a ça. Alors que là, vraiment, c'est avéré que dans l'autre sens, ça fonctionne pas toujours. Donc vraiment, bon, pas génial pour commencer cet accouchement. Grand Non. stress, super, l'adrénaline. Hein. À ce moment-là, t'as pas de contraction régulière, j'imagine. Non, c'était que la nuit. Donc en journée, Oui. ça allait encore. D'accord. Donc là-dessus, ils nous ont emmenés en chambre. Donc quand j'ai vu le nom du service, j'ai dit bon bah voilà, ça y est, je suis dans une case. Le nom du service, c'était grossesse pathologique. Donc Non. si. Ah. Donc Oui, j'ai parce dit qu'en bon plus, bah ouais, non, mais tu m'as même dit que quand le fameux toucher vaginal de bienvenue, hein, comme tu nous l'as dit, voilà, ça fait partie des premières choses. Tu m'as même dit que ça t'avait fait provoquer des saignements. oui oui, quand je suis arrivée en chambre, j'ai dû aller aux toilettes à un moment donné. En fait, j'ai vu que j'avais du sang et là j'ai dit bah d'accord. En fait, elle m'a vraiment fait mal. Mmh. Et le lendemain matin, j'ai eu un autre toucher vaginal parce que bah ça fait partie de leur protocole. Donc la deuxième sage-femme qui est venue me voir le lendemain matin, quand elle a fait le toucher, elle m'a dit bah c'est bizarre, vous êtes plus ouverte, votre col il est fermé alors que c'est noté 3 centimètres de dilatation d'hier. Je lui ai Oui. dit bah oui, hier elle m'a fait mal, j'ai saigné hier soir, donc forcément ça s'est refermé. Oh bah c'est la première fois que je vois ça. Voilà ce qu'on m'a répondu. Quand tu as eu ce toucher vaginal, le premier ou le deuxième ou peu importe, est-ce que tu avais envie de ce geste-là ou pas? Non, mais clairement j'avais pas le choix. Tu avais pas le choix. Tu Mm. sentais que c'était pas possible de dire non, quoi. Il y avait trop de pression, c'est ça? Ouais. Ah bah, et puis comme j'étais dans le service grossesse pathologique, j'avais pas le choix. C'est ce qu'on Ça t'a faisait, dit? ouais, ça faisait partie des protocoles du service, donc Bon, effectivement, il va falloir qu'on fasse des capsules bonus, sur, les choix des mamans. Je me rends compte que ça devient vraiment de pire en pire. Quoi qu'il en soit, je fais une parenthèse par rapport à ça parce que le toucher vaginal fait partie des gestes qui peuvent mettre les mamans sur l'effet toboggan au niveau du mental. Tu vois, Mélissa, je ne sais pas si tu es au courant, je sais pas, on viendra après sur les préparations que tu as faites pour ton accouchement, mais moi j'en parle dans ma prépa que, effectivement, comme le disait aussi, très justement Ina May Gaskin, cette sage-femme, américaine, eh bien, le col est un sphincter et il réagit comme un sphincter. On ne peut pas le contrôler, hein. On ne peut pas dire: «Ah bah tiens maintenant, tu as bien vu, hein, dans ton expérience, allez hop, maintenant on passe à 10 et c'est bon». Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça et quand on est justement dans un milieu qui nous stresse et on le verra aussi après dans ton récit parce qu'il y a un moment aussi dans ton accouchement où c'est hallucinant ce qui se passe, avec ce stress, avec cette pression, la douleur ou enfin toute émotion ou sensation, négative, eh bien, le col, il aime pas du tout, du tout, du tout ça et on voit qu'il peut tout à fait se refermer donc tu vois, tu tombes sur une personne qui te dit: «C'est la première fois que je vois ça». Oui, beh, ça arrive très souvent que tout d'un coup, bah, le col, il n'est pas linéaire et je parle aussi de ça, les courbes de Friedman. Pourquoi on dit que le col doit s'ouvrir de façon linéaire alors que c'est absolument pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, hein. oui. Il peut passer de 3 à 10 en 10 minutes, en 5 minutes, il peut se refermer, enfin bref. Effectivement qu'il y a des tendances, mais la femme n'est pas une machine ni un robot. Donc, merci d'avoir précisé ça dans ton témoignage parce que ça va aider beaucoup de mamans. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant dans les témoignages, mais oui, c'est possible que le col, tout d'un coup, fasse machine arrière et le bébé aussi, on va voir ça plus tard. Donc du coup, on t'a demandé de prendre des comprimés, c'est ça? De prostaglandine? Oui,
Du coup, le lundi matin, la chef de service est venue me voir. Donc, très gentille, elle a pris le temps de m'expliquer, et cetera. Donc c'était, 2 prises de comprimés, sur, la journée. Donc normalement, ça aurait dû être en 4 prises, mais en 3 prises, ça a suffi pour moi, en tout cas. Donc, j'ai pris les premiers comprimés à 10 heures, puis à 14 heures et les derniers vers 18 heures. Et le travail a commencé, ouais, vers 20 heures, c'était bien lancé déjà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais, monitorée avec une machine, reliée à des fils ou pas encore? Pas encore. Déjà, j'avais refusé d'être perfusée et j'avais précisé que je voulais pas d'épisiotomie. J'avais prévenu, d'entrée que voilà. Mmh. Donc, pas de perfusion. Il m'avait juste mis un petit quelque chose sur la main, mais Oui. rien de gênant. J'avais pas de poche de brancher. C'était juste un petit pavillon en attendant au besoin. Donc, voilà. Voilà, tout à fait. Ça, c'est effectivement ce que disait, Julie dans une capsule, Bonaparte, et qu'on peut demander effectivement d'avoir déjà le petit, papillon là, et que si tout d'un coup, vraiment c'est nécessaire, mais encore une fois, on est, toujours dans ces protocoles, et puis en plus ça fait mal. Moi je trouve que c'est très douloureux, ces choses-là dans les veines. Donc tu te retrouves, avec des contractions qui deviennent intenses, régulières? Une douleur, enfin, sous prostaglandine, j'aurais jamais cru. Mmh. Autant les contractions des jours précédents qui étaient naturelles, ça passait tout seul. C'était vraiment des vagues et j'ai vraiment senti la différence entre les 2. Hem, comment tu as géré ces contractions? Tu tu été dans l'eau? Bah, 1er temps, à 20 heures, du coup, quand ça a commencé jusqu'à 22 heures, je me suis mis sous la douche, eau chaude avec le ballon de gym et voilà, j'ai mis ma musique, détente, je me suis mis dans la pénombre et voilà, j'ai commencé mon travail comme ça au calme dans la salle de bain toute seule. Mmh. Après, le travail s'est vraiment accentué donc vers 22 heures, donc j'ai appelé mon conjoint pour qu'il vienne me rejoindre très vite parce que lui, il était parti manger. Donc il est venu me rejoindre et en fait, quand il est arrivé, la sage-femme est arrivée au même moment avec, la chaise roulante et donc on est partis en salle de travail et donc de mon univers, sombre, voilà, dans ma bulle, je suis arrivée dans une pièce, très lumineuse avec des machines partout. C'était, ça m'a un peu déstabilisée quand je suis arrivée là. Mais bon, les contractions étaient tellement fortes que j'ai vite fait abstraction de ça, mais ça m'avait un petit peu, arrêtée quand je suis arrivée, dans la salle de travail. Oui, j'aimerais juste, avant qu'on aille plus loin, vu que tu fais une petite pause, sinon je prenais des notes pour penser à le dire. Michel Audin, je ne sais pas si tu as déjà écouté ses conférences, mais bon, c'est comme parler de la pop sans parler de Michael Jackson. On est obligé de parler de Michel Audin quand on parle de gynécologie obstétrique, que j'ai eu le plaisir aussi de recevoir dans cette émission. A repris les travaux de Niles Ferguson, qui a, mis en lumière le réflexe d'éjection du, fœtus. Elle a étudié les souris, et elle a étudié comment on pouvait perturber la naissance des souriceaux. Ce travail, c'était sur les souris, et il se trouve que un des facteurs qui fait l'unanimité selon ces recherches, pour perturber la naissance des souris et retarder leur naissance, eh bien, c'est de changer la maman souris de lieu, et oui, effectivement. Ça, on se dit: «Mais alors pourquoi dans les hôpitaux on change les mamans de lieu?» Bah, peut-être qu'ils ne connaissent pas les souris de Niles Ferguson, hein. C'est quand même dingue que moi je les connaisse et pas eux. Mais on rigole, mais tu es d'accord qu'à un moment donné, on il y a plus de mots, parce que tu étais en train de gérer des contractions induites qui sont difficiles, mais tu le faisais, et en plus, une partie seule, et puis maintenant on te flanque sur une chaise roulante et puis on t'envoie dans une salle, qui est tout sauf ce qu'il faut pour maintenir l'ocytocine et la complexion hormonale. Je reprends les mots de Suzanne Colson qui a inventé ce mot, ocytocique de la mère, et donc effectivement ça peut que commencer à perturber tout ça. J'en parle vraiment, dans mes contenus, les amis. Je vais pas faire, toute une
tout un laïus là-dessus, mais je voulais quand même le dire par rapport à ce changement de lieu. Donc toi, tu as encore à ce moment-là, des examens, des touchés vaginaux, ton col, tu sais à peu près où comment ça se passe là, à ce niveau-là, à ce moment? À ce niveau-là, non, on me laisse à peu près tranquille. Je fais le début du coup, le travail engagé, je le fais, dans la salle de travail donc bon, bah, je comment dire? Je me déplace, je fais mes positions un peu archaïques, j'accompagne les contractions, difficiles. Mon copain, il est là, il soutient, et puis Mmh. à un moment donné, la sage-femme me dit: «Bon, bah, écoutez, la baignoire de travail est disponible, la maman qui était dedans est sortie, le temps de la nettoyer, de la re-remplir et vous pouvez y aller». Donc je dis: «Bah, je veux bien, on y va». Donc aux alentours de, je dirais, 23h minuit, je rentre dans la baignoire. Heu, j'ai jamais su comment me mettre dans cette baignoire parce que, mal aux genoux, pas du tout adaptée, enfin, j'étais pas bien dedans, donc j'ai testé un peu tout ce que je pouvais pour être à peu près confortable. Les douleurs étaient vraiment très, très intenses, hein, c'était vraiment dur. Je sais qu'à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un arriver et crier quelque chose en rapport avec le fait que je faisais trop de bruit et donc la porte de la salle de la baignoire était maintenue par une plaque en métal, coincée sous la porte et en fait, au lieu de délicatement fermer la porte, elle a tiré un grand coup, ça a fait un bruit, phénoménal, ça a fait un bruit de métal et puis je l'ai entendue s'agacer, dire quelque chose comme, elle aurait dû prendre la péri ou je sais plus Ah oui, exactement, ouais. mais ça m'a j'étais pas en capacité de répondre parce que j'étais en train de gérer les contractions. Par contre, je sais que, je me souviens que mon copain a réagi et la sage-femme aussi, ça l'a fait réagir à ce moment-là et donc j'étais perturbée, mais en même temps avec les contractions, voilà, j'étais trop occupée, donc je pouvais pas faire grand-chose de plus et puis, à un moment donné, la sage-femme me dit: «Bah, écoutez, est-ce que, je peux vous faire un toucher, pour voir où vous en êtes? Parce que, il faut qu'on sorte de la baignoire. Vous pouvez pas, accoucher ici. C'est une baignoire de travail, c'est pas une baignoire d'accouchement, donc il faut que je vous ramène en salle de travail». Donc du coup, retouchée, j'étais à 6 centimètres et donc là, elle me dit: «Bon, bah, il faut sortir, on peut pas rester ici, donc il faut ressortir de la baignoire, se sécher, retourner sur le siège roulant, retourner dans la chambre, la salle de travail» et C'est abominable, je suis désolée, Mélissa, j'ai pas d'autres mots. Non, mais c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, c'est pas possible d'accoucher naturellement comme ça. je suis d'accord. On t'a trimballé, de gauche à droite. Après je suis encore une fois, je précise que je n'accable personne, au niveau des exécutants, parce qu'ils font malheureusement, ce qu'ils savent, ce qu'on leur a appris. Mais il est vraiment temps que ça change parce qu'il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, c'est très franchement, c'est très perturbant parce que, j'avais réussi à trouver une position à peu près confortable. Il a fallu que je me redéplace Ouais. pour retourner en salle de travail, donc ça a été assez dérangeant Et alors, et du coup, il y a un moment donné, on t'a mis un monitoring, oui, c'est j'allais c'est y là qu'on venir. t'a mis ce fameux monitoring? Oui, parce que quand je suis arrivée dans la salle de travail, du coup, recontrôle de du enfin, retoucher, pour recontrôler, la dilatation, donc là, j'étais à 10. Et donc là, elle me dit, «Bon, bah, je suis obligée de poser le monitoring, il faut que j'écoute le cœur du bébé, c'est le protocole». Moi, je voulais pas, mais bon, elle m'a dit, «Je suis obligée, c'est le protocole, je n'ai pas le choix, donc monitoring». Donc là, par contre, j'étais directement reliée à la machine, donc là, je pouvais plus bouger. Donc j'ai continué le travail, à 4 pattes sur le lit et puis en fait, je sentais, la tête, descendre bien comme il faut. Donc là, je me suis dit: «Ah, je sens qu'il faut que je pousse un peu», donc j'ai poussé un peu, j'ai senti la tête arriver vraiment à l'entrée et là, elle me dit: «Ah, faut que je replace le monito». Donc elle le replace, mais sur le pubis, donc ça m'a dérangée et là, en fait, le col, enfin,
je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai senti que ça a contracté et j'ai senti la tête remonter. Et là, je me suis dit: «Bon, alors ça commence très mal». Et ça a duré environ 1 heure. Elle a replacé à chaque fois entre 2 contractions et j'ai perdu 1 heure comme ça de travail. J'étais fatiguée, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Et je sais plus vraiment ce que j'ai pu dire, mais je crois, mon copain m'a dit que j'ai dû l'insulter un petit peu par moment parce que c'était vraiment dérangeant. Heu, alors donc là, tu as senti un début de poussée que tu n'arrivais pas à réprimer, c'est ça? Oui, Voilà, donc probablement après je n'étais pas là et puis je n'étais pas dans tes sensations, mais d'après ce que tu m'as expliqué et ce que tu redis là maintenant dans cette vidéo, eh bien, tout porte à croire que tu commençais à sentir la poussée réflexe, qu'elle commençait à s'activer, hein, puisque oui. quand le bébé s'engage, ça devient irrésistible pour la mère. Quand on perturbe cette poussée réflexe, puisqu'elle est réflexe et involontaire, eh bien, ça stoppe le processus, en général, ça ne revient plus. Est-ce que c'est ce que toi tu as vécu? Non. Non C'est parce que dans le sens où comme est-ce qu'elle est revenue cette poussée réflexe après ou elle a non, disparu? elle a disparu. Voilà, donc tu as vécu effectivement l'arrêt de cette oui, Oui. ça confirme, effectivement ça. Hem, donc on t'a remis sur le dos à la fin? Eh bien, alors entre-temps, pour, activer le travail, elle a voulu percer la poche des os. Du coup, c'est mon conjoint qui l'a arrêtée et parce qu'elle avait sorti une aiguille, moi je l'ai pas vue, hein, elle était dans mon dos, mais elle a sorti une aiguille apparemment de la taille d'une aiguille pour, tricoter, donc quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est mon copain qui l'a regardée, qui lui a dit: «Non, non, vous faites pas ça, non, non, vous la laissez tranquille». Et donc en fait, elle s'est percée toute seule quelques minutes après, elle avait pas besoin d'y toucher. Mmh. Et c'est là, en fait, je dirais 20 minutes plus tard qu'elle m'a dit: «Bon écoutez, je vois que vous êtes fatiguée, et ce serait bien que vous vous allongiez», et comme clairement j'en pouvais plus, ça faisait des heures que ça durait, donc je me suis laissée allonger et puis, bah, là, j'avais beau pousser, ça descendait plus, je sentais bien que, il y avait plus de gravité, et là ça stagnait là. Là je poussais, pour, Mais on t'a demandé de pousser à ce moment-là? oui, ah bah, oui, oui, elle me disait de respirer, bah, en fait, elle devait regarder le monito à ce moment-là et à chaque fois, elle me disait: «Allez-y, poussez, c'est maintenant», et donc j'avais beau pousser tout ce que je voulais, il y avait enfin, moi, je sentais que ça n'avançait plus. Donc on est bien d'accord, tu avais pas de péridurale ni rien du tout? Non, Est-ce que tu as le souvenir qu'on t'ait mis du Syntocinon ou pas? non, on m'en a pas mis, D'accord, parce que donc je n'en voulais pas et j'avais bien dit à mon conjoint qu'il veille à ce qu'on on n'en mette pas et il a veillé à ça. d'accord, donc tu as été déclenchée avec ces prostaglandines, ensuite ça a démarré et tu t'es retrouvée donc sur le dos, en sentant évidemment toutes tes sensations puisque pas de péridurale. Oui. Chapeau, hein, parce que vivre un accouchement sans anesthésie sur le dos, chapeau. Oui, parce que souvent, on se dit: «Oui, mais alors je ne sais pas comment font les femmes pour pas prendre de péridurale, c'est tellement douloureux». Oui, mais les femmes qui n'ont pas enfin moi pour les 2 derniers, c'était des accouchements complètement différents, les positions du corps se prennent tout seuls en fait, hein, selon le besoin du bébé sur le moment et c'est sûrement pas sur le dos qu'on se sent bien, au contraire, en tout cas, c'est très rare, qu'une moi j'entends pas ça, à moins que c'est vraiment une grosse programmation et la femme est persuadée qu'il faut se mettre sur le dos. Ça peut arriver qu'elle soit tellement ancrée là-dedans qu'elle se mette sur le dos toute seule en pensant que c'est ce qu'il faut faire, mais le corps, lui, ne demande pas ça. Bah, moi, j'étais mieux à 4 pattes, en fait. En Bah fait, oui. hem, elle aurait pas touché le monito. En plus, je lui ai demandé, hein, je lui ai dit: «Arrêtez d'y toucher, laissez-moi vivre 2 ou 3 contractions sans le replacer, ça va venir tout seul». Elle Mmh. n'a jamais voulu. Ouais. À chaque fois, elle l'a replacé, à chaque fois, ça remontait et donc j'ai perdu beaucoup de temps comme ça, en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est insupportable. C'est donc de la maltraitance, hein, pour moi. C'est clairement de la maltraitance. On est dans un abus de pouvoir monumental. C'est pas possible. D'autant plus que je rappelle au niveau scientifique, ça c'est important, hein,
peut-être que tu le sais déjà, sûrement, mais le monitoring en continu n'a absolument pas fait ses preuves au niveau de la sécurité. C'est un outil qu'on demande pour tout l'aspect médico-légal, puisque c'est la peur bleue de tous les médecins et tout le corps hospitalier. Évidemment, c'est de se retrouver devant les tribunaux. Donc, en cas de problème avec les parents, il faut avoir une preuve et le monitoring fait partie de ce qu'on demande. Mais l'auscultation intermittente, donc avec un petit Doppler, comme c'est le cas, par exemple, dans un accouchement à domicile, la sage-femme vient toutes les 15 minutes, absolument sécure. Et au contraire, le monitoring a été mis sur le marché à l'époque, alors que les appareils n'étaient pas réglementés. C'est-à-dire que, tu vois, Mélissa, il n'y avait pas besoin à l'époque, quand on a mis ce monitoring en place dans les protocoles hospitaliers, il n'y avait pas besoin de prouver qu'il y avait un réel bénéfice, hein. Il suffisait de flanquer ça comme ça. On s'est dit, tiens, on va prévenir les paralysies cérébrales avec une machine qui va nous dire si le bébé est en détresse ou pas. Il se trouve qu'effectivement, quand on est sur le dos, puisque le but, c'est quand même d'illustrer ce qu'est l'effet toboggan grâce à vos témoignages de maman, bien sur le dos, le bébé, avec tout en plus le poids de l'utérus, eh bien, compresse tous ces gros vaisseaux, notamment la veine cave. C'est ça qui oxygène l'enfant, hein. Donc, si on comprime ce qu'on a envie de sauver, c'est un non-sens. Donc, on voit aussi que pendant les contractions induites, eh bien, le bébé a plus de peine à les supporter souvent, parce que c'est pendant les pauses que le bébé s'oxygène, avec les réserves qu'il fait pendant les pauses. Et du coup, on crée toujours des problèmes. C'est toujours pareil, hein, on crée les problèmes pour les résoudre ensuite. Mais voilà, je voulais quand même préciser ça par rapport à ce monitoring. Il n'y avait aucune raison médicale qui justifiait que tu sois sous monitoring continu à ce moment-là. Ton bébé n'avait montré apparemment aucun problème jusque-là. Et en plus, tu étais en phase finale de cet accouchement. Donc toi, tu te retrouves là, à ce moment-là, à devoir faire une poussée dirigée. Donc tu as fait une poussée, où tu respires, tu bloques et tu pousses, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé du coup cette dernière partie d'accouchement? Et bah, du coup, donc une fois allongée, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Elle m'a dit: «Bloquer, pousser, respirer, bloquer, pousser, respirer», sauf que, j'en pouvais plus, Mmh. ça faisait des heures que ça durait, sachant qu'en plus j'avais peu dormi les nuits précédentes Bah, avec le travail naturel, donc j'étais HS. Mais en fait, il y a un moment donné où, je pense que ça c'est le ressenti, l'instinct, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait et que s'il sortait pas très vite, il allait se passer quelque chose de très moche. Alors je m'attendais soit à des ventouses ou à une césarienne. Enfin, j'avais très peur de ça. Donc là, je me suis dit: «Non, il faut que vraiment je donne tout ce qui me reste pour qu'il sorte parce que je veux pas qu'ils y fassent du mal, quoi. Je veux pas qu'ils le touchent». Donc là, les dernières grosses poussées, j'ai donné tout ce qui me restait, tout ce que j'avais. Et donc là, elle me dit: «Ça y est, la tête sort». Et là, je me suis dit: «Ouf, OK, c'est bon, la tête est sortie». Et là, elle me dit: «Arrêtez de pousser». Je dis: «Mais pourquoi?» Elle me dit: «Bah, l'épaule est coincée, il faut dégager l'épaule». Et entre-temps, quelqu'un est rentré dans la salle que moi, je n'ai pas vu. Et donc, l'épaule se dégage et je dis: «Moi, j'ai trop mal, il faut que je pousse». Donc, j'ai recommencé à pousser. Au même moment où cette personne est rentrée, elle est arrivée, elle a appuyé un grand coup sur mon ventre. Ça m'a fait un mal horrible. J'ai senti, bah, du coup, mon fils sortir, hein, d'un coup. Et quelques secondes après, il était posé sur moi. Mais c'est après coup, c'est mon conjoint qui m'a dit, en fait, c'était une puéricultrice qui est arrivée quelques minutes avant que le petit naisse. Et enfin voilà, je sais que j'ai senti mon comment euh, c'est quoi le nom, je perds un petit peu mes mots, mais le coccyx se déplacer suite à mmh. l'appui violent de la puéricultrice sur mon ventre. Et depuis, j'ai le coccyx un petit peu déplacé. J'ai fait de l'ostéopathie là pour remettre en place, mais voilà. Est-ce que tu as parlé de ce moment avec ton conjoint? Est-ce que il t'a dit ce qu'il a ressenti quand il a vu cette femme appuyée sur ton ventre? Oui, il m'a dit qu'il s'attendait pas à ça en fait. Il m'a dit: «Je l'ai vue arriver pensant qu'elle venait pour, je sais pas, Mmh. vérifier que tout allait bien ou Mmh mh. Mmh mh. prendre des nouvelles», mais ça l'a beaucoup surpris de l'avoir appuyée sur mon ventre comme ça, ouais.
Il y a un phénomène, qui est terrible, c'est la surprise. Des fois, on est tellement choqué par ce qui se passe, ça va vite, on est tétanisé, on et c'est là que justement, certains partenaires se retrouvent en état d'impuissance. Moi, je parle beaucoup d'impuissance pour les partenaires, de dépendance induite, pour les mamans, qu'on traite comme des enfants incapables ou des décérébrés, enfin bref, moi j'hallucine. Ton corps savait faire, tu vois Mélissa? Tu t'es mis instinctivement à 4 pattes. Quand moi j'ai pris cette note sur ton récit, où tu m'as dit: «On m'a mis sur le dos parce que» donc tu citais: «Sinon votre bébé ne passera pas». Déjà Oui. déjà, comment on peut dire ça à une mère? C'est la plus grosse connerie qu'on peut dire. Moi, je comprends pas comment on peut sortir d'années d'études et dire ça aux mamans. Donc les mamans, si on vous dit ce qu'on a dit à Mélissa, mais surtout, mais n'écoutez pas les conjoints, il y a pas pire position que sur le dos. D'ailleurs, Julie et Malika de la famille Bonaparte et qui sont les marraines de cette émission disent tout le temps: «C'est la position pourrie», mais à juste titre parce que le bassin des mères est le plus petit sur le dos. Et donc toi, quand tu t'es mise à 4 pattes, tu l'as fait instinctivement. C'est-à-dire que tu t'es mis dans la position où ton bassin était le plus large. Notamment, quand on a des et c'était absolument pas ton cas, j'en suis sûre. On parle la grande peur, c'est la dystocie, des épaules où, on a toujours peur que les bébés, ils soient coincés, hein, comme si de nouveau, je sais que Sylvie, Ninanar, s'énerve aussi avec ça, hein, parce qu'on est pareil. S'énerve toujours aussi avec ce côté: «Oui, mais votre corps, il est pas adapté», tu vois? Mmh. Comme si on pouvait pas sortir nos bébés naturellement. Mais évidemment que si on met les femmes sur le dos, on crée des problèmes parce que les bébés n'ont plus la place pour faire leur danse et c'est normal que la tête sorte en premier, fasse une pause et que le corps suive. Mais pour ça, c'est sûr que si on met la femme sur le dos, avec son bassin fermé, sans aucune mobilité, bah, forcément que ça n'aide absolument pas à ce que le bébé sorte. Donc au lieu de te permettre de bouger, une femme est rentrée et tu appuyé sur le ventre. Et ça, moi, ça me fait hurler, Mélissa. Je suis vraiment en colère quand et encore, bah, tu vois, heureusement que je savais déjà ton histoire parce que sinon c'est encore pire quand j'apprends comme ça. Mais tu vois, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu repenses à ce moment-là comme émotion? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce moment-là aux filles qui t'écoutent? Moi maintenant après réflexion, parce que depuis pour, on va dire, m'aider à faire le deuil, j'ai fait, de l'hypnothérapie pour, parce que sinon je pouvais pas en parler, hein. Je finissais en larmes parce que c'était trop dur. Mais, Mais aujourd'hui, par rapport à quoi? C'est de la colère? C'est quoi? C'est de la honte? Moi, j'ai même des mamans qui m'ont dit: «J'ai honte». C'est le non, comble quand même. c'est de la colère plutôt et puis, un détail que j'ignorais aussi quand je me suis lancée dans le projet de naissance à la maison, c'est que, j'ai été honnête sur la date, Mmh. de conception et j'ai su trop tard qu'il fallait que je mente d'une quinzaine de jours pour être tranquille. Je Ouais. l'ai su trop tard Mmh. et c'est pour ça que, après réflexion, maintenant, je me dis: «S'il y a bébé 2, eh ben, on mentira, tant pis». Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on nous a souvent dit et c'est que pour qu'on me foute la paix, eh bien, j'ai menti sur la date de mes dernières règles. Voilà. Et je trouve ça triste qu'on en arrive à là, en fait. Et s'il y a des professionnels, parce que je sais qu'il y a des professionnels qui nous écoutent, ça serait peut-être le moment, de vous unir aussi par rapport à ça. Parce que, moi, j'ai aussi des sages-femmes qui me contactent et qui me disent: «Vous savez, Emma, si on veut bien faire notre job, on est obligé de mentir nous aussi, dans les protocoles». Parce que tu parlais aussi des protocoles dans la gestion active du travail, c'est au bout de tant de temps, si vous n'avez pas, dilaté, c'est ça, au bout de tant de temps, c'est la ventouse, au bout de tant de temps, c'est la césarienne et cetera et cetera. Des fois, il y a même pas de notion d'urgence réelle, en fait. On Mmh. regarde la montre, on regarde les machines, mais on n'écoute pas ce qui se passe et évidemment, on fait que de perturber. Donc c'est sûr que évidemment qu'il y a des sages-femmes et toi, tu as eu une sage-femme qui t'a laissé un peu plus Mmh. de temps que ce qu'elle aurait dû. Mais au final, tout le monde est obligé de mentir et c'est ça qui est dingue. Alors que, encore une fois, vous avez fait votre bébé seul et toi, tu n'as rien demandé à personne. Tu n'as rien Mmh. demandé à personne. C'est-à-dire que ton bébé aurait pu arriver tranquillement,
même en ayant géré, et bravo encore, hein, des contractions provoquées qui sont pas du tout des contractions naturelles, c'est beaucoup plus intense et on t'a flanqué sur le dos et tu as vécu ça. En plus, c'est très dangereux, d'appuyer sur le ventre, c'est quelque chose normalement qui doit absolument pas se faire. Il y a des femmes qui ont eu des hémorragies internes à cause de ça et toi justement par rapport à bon, du coup, juste par rapport à bon, ton bébé est arrivé, hein, tu as échappé à la césarienne, Dieu merci. Heu, donc tu as pas eu d'épisiotomie? Tu m'as Non, pas précisé ça dans ton non, témoignage. j'ai refusé l'épisiotomie, donc j'ai juste été un petit peu déchirée. Certaines femmes refusent l'épisiotomie, le crient et on les coupe quand même, hein. Je dois quand même le dire. Non, parce que mon conjoint veillait à ça. Il est resté près de la Super. sage-femme, il voulait être sûr qu'elle ne fasse rien. Bravo le chouchou. Non, mais il faut quand même leur rendre hommage parce que c'est pas simple pour eux de se retrouver là, c'est pas leur territoire, hein. C'est sûr que d'accoucher à la maison, c'est leur territoire, c'est pas pareil, hein. Là, ils sont, forcément, pas en position de force par rapport à ça. Donc bon, bébé est sorti. Comment ça s'est passé du coup pour la délivrance du placenta? Et bien du coup, j'ai eu, mon fils sur moi. Là, la sage-femme m'a suggéré de l'ocytocine de synthèse pour aider la délivrance du placenta. Heu, j'ai pas refusé parce que j'étais tellement fatiguée. J'ai dit: «Écoutez, oui, maintenant qu'il est sorti, voilà». Heu, juste un détail, c'est que du coup, on a refusé qu'elle fasse, comment dire? On a demandé à ce que le bébé reste relié un certain temps à son cordon. Mmh. Donc, on a veillé à ce que ça se passe comme ça et à ce qu'il puisse profiter de tout son sang, dans le Oui. placenta. Donc elle a fait l'injection d'ocytocine, sauf qu'il s'est rien passé du tout. J'ai mis mon fils au sein, allez, 1/2 heure après sa naissance et là, les contractions ont repris et j'ai délivré le placenta, sauf que, l'hémorragie de la délivrance a suivi. Donc j'ai entendu un gros splash et je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est?» J'ai vu mon conjoint devenir blanc comme un cachet et là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» Et il m'a dit: «Non, non, ça va, heu, tout va bien, c'est rien». Et j'ai dit: «D'accord» et bon et puis, je dirais 5-10 minutes après, j'ai commencé à me sentir mal. Donc j'ai réclamé à boire. Je voulais quelque chose de sucré et on m'a dit: «Non, non, vous pouvez rien boire en fait, parce que là, vous faites une hémorragie donc non». Donc là, on a pris, mon fils, on l'a donné à son père qui est sorti de la chambre et là, j'ai vu arriver, je dirais au moins 8 personnes dans la salle de travail qui se sont brièvement présentées et voilà: «Bon, bah, madame, on va vous endormir» et puis on m'a donné quelque chose à boire. Alors je sais pas ce que c'était pas très bon, mais comme j'avais vraiment soif, je l'ai bu et après, bah, j'étais endormie donc je j'ai pas vu grand-chose. Par contre, je pense qu'ils ont pas beaucoup dosé l'anesthésie parce que j'ai ressenti certaines choses. Ça, c'est la partie pour moi qui est traumatique, en fait, parce que je pense que j'ai fait comme un bad trip ou quelque chose comme ça. J'ai vu des choses que je comprends toujours pas aujourd'hui. Je sais que mon corps, enfin, sous la douleur, j'ai réagi et j'ai, brièvement entendu quelqu'un se plaindre parce que mon corps avait bougé. Ouais, c'était très, très dur, et puis à un moment donné, j'ai brièvement ouvert les yeux, j'ai vu quelqu'un me dire, «Vous inquiétez pas, papa va bien, bébé va bien, il est avec papa» et j'ai dit: «D'accord, mais est-ce que moi je vais bien?» Et là, la personne m'a répondu: «Oui, oui, maintenant vous allez bien», et voilà, puis j'ai dû me rendormir. J'ai aperçu mon copain passer avec le petit, je me suis rendormie, enfin, ça a été vraiment brouillard, à ce Mmh. moment-là et puis, j'ai fini par me réveiller et puis là, j'ai pu reprendre mon fils sur moi et puis mon copain m'a expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé pendant ce temps-là, mais ça a duré, 45 minutes quand même, où ils m'ont endormie et lui, il avait pas de nouvelles, ils l'ont laissé sans nouvelles. Il a fallu qu'il se fâche pour savoir ce qui se passait exactement, enfin voilà. On t'a dit, enfin, en tout cas, on t'a fait comprendre que si tu avais pas été à l'hôpital, ça se serait très mal passé, c'est ça? Oui. On m'a dit: «Vous avez de la chance madame, vous auriez été à la maison, vous auriez pu mourir». Voilà. Voilà le genre de conneries de nouveau que excusez-moi les amis, mais
c'est difficile pour moi de contenir mon énervement une fois qu'on bousille le corps des femmes et puis qu'on fait n'importe quoi et qu'on leur saute sur le ventre pour faire sortir un bébé soi-disant coincé par une position pourrie. On voit à quel point cet effet toboggan, il est là tout le temps, tous les jours. Il y a des centaines de milliers de femmes, tu vois, à peu près 700 000 naissances en France, entre 700 et 800 000 naissances en France chaque année. Tu imagines l'ampleur des dégâts. Et une fois que en plus, injection de Synto, hein, comme quoi, c'est pas la panacée. Quand on fait des dégâts, eh bien, forcément, après, on va dire, oui, mais celle qui veut l'accoucher à la maison, c'est quand même des folles, hein, parce que regarde Mélissa, elle a une hémorragie de la délivrance. Si elle avait été chez elle, elle serait morte. Oui, alors que moi, je suis convaincue que non. Mais Alors, de nouveau, maintenant, ça va être difficile de faire la preuve, hein, bah oui. que c'est voilà, et c'est à partir de ce moment-là que je trouve que pour moi, la clé, elle viendra des mamans, de la compréhension des mamans, des conjoints, de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, des amis, allez voir, on a fait des contenus dans Faux Départ sur l'hémorragie de la délivrance. J'en parle aussi dans mon livre et dans la préparation. Vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo parce que c'est la peur bleue de tout le monde, à juste titre. Mais quand le processus est naturel et physiologique et que tout se passe bien et qu'on ne perturbe pas maman et bébé, qu'on ne saute pas sur le ventre, pourquoi c'est une pratique qui devrait plus se faire? Justement parce que c'est hyper dangereux. Et voilà ce qui se passe. Bon, au moins, tu vas bien et bébé va bien, mais malheureusement, c'est parce que justement, tout le monde à la fin est en vie, et puis que les parents sont crevés, donc pas que ça à faire en postpartum, que finalement, il n'y a pas de plainte. Alors que si on reprenait les cas comme le tien, où on abîme le corps des mamans, mais tu imagines le nombre de plaintes qu'il y aurait. Et même quand il y a des plaintes, c'est la croix et la bannière pour faire valoir cette vérité. Et puis au final, ça répare pas ton traumatisme. Mais ça commence déjà au moins à reconnaître que tu es victime de quelque chose et que c'est pas de nouveau euh, euh, heureusement que j'étais là parce que mon sauveur, c'est le pompier pyromane, hein, ça c'est toujours un peu la même rengaine. Mm. Tu m'as dit aussi que ton postpartum avait été très compliqué. Malheureusement, À on n'a pas l'hôpital. le temps dans ces capsules d'aller sur le postpartum. On pourrait en faire des vidéos spéciales si ça vous intéresse, les amis. En quelques mots, tu veux juste nous dire pourquoi, selon toi, ça a été compliqué ou si tu as envie de nous partager Euh, certaines choses. En quelques mots, Aaron est né en plein fin juin, début juillet, donc il faisait très chaud. J'ai été très mal conseillée pour l'habiller parce que il régulait pas sa température, sauf qu'il était trop habillé. Il a fait une montée de température. À cause de ça, ils ont suspecté une méningite, donc ils me l'ont retiré de la chambre. Ils ont fait une ponction lombaire. Il avait, Ah là là. il avait quoi, 12 heures de naissance. Donc voilà, c'était le départ du postpartum. Franchement, j'aurais pu m'en passer ça. Bon, on va devoir faire des vidéos sur le postpartum immédiat. Ça, je vous le promets, les amis, parce que j'en entends des vertes et des pas mûres aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Mélissa, pour ton témoignage. Tu aides les mamans et tout l'entourage des mamans à comprendre ce que c'est l'effet toboggan aussi en participant avec ton témoignage. Et je voulais te demander ce que tu as envie de résumer par rapport à cette expérience, ce que tu as envie de dire aux mamans qui t'écoutent. Ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez-vous, votre instinct est le bon, et vous laissez pas intimider, renseignez-vous correctement, prenez le temps. Et si vous voulez être sûr d'avoir la paix, mentez sur la date de conception. Voilà. Comment tu t'es préparée à cette naissance? Tu as fait quelque chose de particulier ou pas spécialement? J'avais regardé tes émissions Faux Départ déjà. J'avais commandé le livre, enfin le film de Nina Nard de Faut pas pousser. J'avais regardé des interviews, des conférences de Michel Audin. J'avais ma sage-femme qui m'avait prêté des livres aussi sur Ina May Gaskin et puis d'autres sujets sur l'accouchement naturel. Et j'avais prévu la baignoire d'accouchement, enfin la piscine d'accouchement,
Je m'étais fait mes cartes d'affirmation positive. J'avais mes pierres. J'avais préparé toute une playlist de musique qui m'apaise. Et, et je me faisais des visualisations positives où je voyais la naissance de mon fils comme je la souhaitais vraiment. Et j'ai profité de ma grossesse, j'ai profité de faire des balades, de le sentir bouger. Je lui ai beaucoup parlé. J'avais beaucoup confiance en lui aussi. Le temps de ma grossesse, j'étais très confiante en mon bébé et en moi aussi. Et ça, je pense que c'est important. Bah, merci en tout cas de finir sur cette jolie note. Et puis, j'espère que tu viendras nous raconter ton prochain accouchement pour un deuxième bébé, comme tu le souhaites, puisque j'espère que le travail qu'on fait, ça aide à réconcilier aussi les mamans traumatisées, pour ne pas s'arrêter là. Parce que souvent, les mamans disent: «Ouais, non, mais moi, avec ce que j'ai vécu, je veux plus d'enfants parce que ça m'a trop traumatisée». Et le processus de guérison opérant, certaines fois, ça débloque aussi. Mm. Donc, peut-être que tu viendras témoigner et nous raconter ensuite, voilà, une autre expérience qui est à la hauteur de tes attentes. En tout cas, merci infiniment, Mélissa, pour ton partage. Et Bah, merci puis, à toi. est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, pas spécialement. Non, j'ai pas d'autre chose à dire. Les amis, vous pouvez partager cette vidéo pour les personnes que ça peut aider. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin d'être enceinte maintenant pour être intéressée par le sujet, parce que tu vois, Mélissa, il y a des femmes qui, à 70 ans, se rendent compte qu'elles ont été sur l'effet toboggan. Elles ne le savaient pas. Et quand elles le découvrent, c'est enfin la libération d'années où on a mis ça sous le tapis, où certaines fois, on a même été dans le déni. Et puis quand on se réapproprie son histoire, ça apaise énormément. Et il y a des femmes qui font des thérapies pendant des années sans comprendre pourquoi elles vont mal. Et le fait de se dire tout simplement, il y a ce passage-là de leur vie qu'elles n'ont pas pu vivre comme elles l'auraient voulu et qui n'est pas de leur faute, eh bien, j'espère que les amis, vous êtes nombreux à partager ces contenus parce que c'est le but de ce travail. C'est de rendre aux familles leur histoire pour que non seulement on se réapproprie les naissances, mais aussi son histoire. Merci Mélissa. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Et Bah, puis, merci. les amis, à bientôt. Retrouvez tous les infos en descriptif de cette vidéo et je vous dis bah, à la prochaine. Ciao.